Ah, mais c'est parti. C'est parti. Bon, Mesdames, messieurs, les passionnés, les passionnants, bonjour. Nouvelle petite vidéo en compagnie de mon copain John pour parler aujourd'hui de Final Fantasy VII Remake et Rebirth. Je vais essayer de faire un effort sur l'accent Rebirth pour que vous ne soyez pas trop perdus pendant cette vidéo parce que c'est vraiment pas mon fort. On va essayer, je vais prendre un timer et c'est important parce que les gens qui me regardent vont se dire ah c'est bon, Francky mon kiki sort une vidéo, on en a pour 1h30. 1 heure les copains, on va essayer de tenir l'objectif. C'est pas gagné mais on va essayer de le faire. On avait déjà fait une vidéo ensemble, c'était il y a 2 ans je crois, où on parlait de l'intégralité du jeu vidéo et de nos passions. Une vidéo que j'ai beaucoup aimée, que je regarde de temps en temps. Ça me fait rire parce que c'est vrai que même en 2 ans de temps, il y a des choses des fois qui changent. Et là aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la licence. On va se présenter très brièvement pour vous dire qui on est, surtout pour ceux qui nous découvrent. Et après, on va lancer le thème. J'ai été très studieux, j'ai ma trame écrite comme d'habitude. Je vais te laisser la parole, mon John. Voir un petit peu, donc présente-toi brièvement, qu'est-ce que tu aimes faire, la passion et pourquoi on est là pour parler de ça. Alors moi c'est John, 37 ans, amoureux de la licence Final Fantasy depuis mes 11 ans, du coup depuis la sortie de FF7 premier du nom, passionné de jeux vidéo dans sa globalité, très axé comme JRPG de préférence, comme mon genre de jeu préféré. Voilà, je joue beaucoup, pour faire un petit peu de pub aussi, je joue beaucoup aux jeux de cartes Final Fantasy, le TCG. Voilà, et aujourd'hui c'est un plaisir du coup de retrouver Francky, et puis je pense toutes les personnes là qui vont nous écouter, qui laisseront des commentaires sous la chaîne ou peut-être même qui nous contacteront à travers les réseaux, voilà, pour échanger, partager, pour que chacun puisse donner son avis là, avec les choses qu'on a pu dire qui vous trigger, qui vous donnent envie de réagir ou effectivement valider les propos qu'on va tenir tout au long de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est un grand plaisir de parler de Final Fantasy, encore plus avec mon Francky, que j'adore, que j'aime d'amour et que franchement, on va se régaler à parler de Final Fantasy, vraiment. Alors, c'est vrai que je suis un personnage un peu atypique. J'ai ma façon de dire les choses, des fois un peu brute. Mais, si vous voulez, pour présenter John, dans les grandes lignes, je pense que moi, je suis un passionné et un performant dans ce que j'aime le plus au monde. Mais le plus grand amoureux de la licence FF et du jeu vidéo, c'est lui. Il est incroyable. Jamais un mot négatif, jamais un mot au-dessus de l'autre. Toujours dans la bienveillance. Et ça, pour les passionnés, c'est super important. On a pour réputation les Français d'être un peu durs, d'avoir le mot un peu trop négatif. Et bien justement, John, il est là un peu pour contrer tous ces dires et vraiment remettre les choses à leur place en disant ok, t'as pas aimé ce jeu, passe à autre chose, c'est pas grave, il y aura toujours du positif à trouver dans chacun des titres évoqués. Bon, alors, pour commencer, on a 8 points à évoquer ensemble. Là, on va déjà faire une petite, on va se remémorer nos premiers instants, on va parler de Final Fantasy VII original de 1997 et comment tous les deux on a découvert ce titre, mais ça sera très bref. Je me lance. Vas-y. Je me lance. Quelques petites anecdotes. 1997, je crois que de mémoire, j'ai pas noté sur mon papier, 14 novembre 1997, la sortie de FF7 en Europe, 31 janvier au Japon. 97, j'ai 12 ans. 12 ans, c'est les 12 ans de l'époque, c'est pas les 12 ans de maintenant. C'est-à-dire que à 12 ans, maintenant, les gars sont des PGM sur Fortnite et compagnie. Nous, à 12 ans, on découvrait les écrans, on découvrait le monde du jeu vidéo. Je tombe sur ce JRPG, et je vais vous dire quelque chose, j'ai pas aimé. Je fais 20 minutes de jeu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Le passage où la première fois Barrett rentre dans Clad en lui disant maintenant on va pas se quitter d'une semelle, mais j'ai pas compris le délire. Je me suis dit mais où est ce personnage? Je cherchais même au-dessous de moi, je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Novice complet. Mais petit à petit, je me suis relancé dans le jeu des jours après, on me l'avait prêté à l'époque, et j'ai accroché, j'ai adoré. Maintenant, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, au travers de ma collection que je partage souvent sur les réseaux sociaux, à travers les parties que je me lance, les perfectissimes, les low level. Donc, je suis un amoureux depuis que j'ai 12 ans, clairement. Et aujourd'hui, ça ne s'arrête pas.
janvier, j'ai prévu un nouveau challenge, une partie en hard mode Mexico. C'est un patch qui est sorti sur PC. Donc de refaire le jeu en hard mode avec la traduction, la bande sonore retravaillée, graphiquement améliorée, les persos sont en grand sur la map, et ce côté hard qui vraiment, rien que le boss, le scorpion gardien du début, va être infâme. J'ai hâte d'attaquer et de faire une vidéo pour vous la montrer. Voilà globalement, à travers mon expérience, très bref, mais je pense avoir dit l'essentiel. À toi mon John. Alors moi de mon côté, j'avais 11 ans du coup quand le jeu sort en Europe. J'étais encore un petit peu casu à l'époque. J'étais joué aux consoles, mais pas plus que ça, parce que j'ai pas eu beaucoup de consoles quand j'étais jeune. Et là où ça commençait un petit peu à naître, et on va dire ma passion a explosé, c'est avec la PS1. Du coup, que j'ai eu le Noël juste avant, du coup fin 96. Pour la petite anecdote, j'avais eu DBZ Battle 22 en premier jeu, donc ça va parler à Francky. Ouais, et voilà. Et du coup, je commence petit à petit à me doter vraiment d'un plaisir, d'une passion pour le jeu vidéo qui croît vraiment de mois en mois en fait depuis que j'ai la PS1 fin 96. Et en fait, je commence à acheter des magazines de jeux vidéo et le phare à l'époque pour moi c'était le Player One. Et donc j'ai commencé à découvrir FF7, les premiers screens via ce magazine-là. Et là où vraiment je me suis dit il faut que j'achète le jeu, c'est quand j'ai vu la pub à la télé. Quand on voyait les images de synthèse à l'époque, qui était un truc de fou. C'est à l'époque Squaresoft, c'était pas Square Enix mais Squaresoft, c'était vraiment les numéros 1 sur le graphisme, j'ai envie de dire. Voilà. Et du coup, quand on voyait la publicité à la télé, c'était incroyable, les cinématiques là, voilà. Et du coup, j'ai dit à mes parents, je veux ce jeu-là pour Noël. Et du coup, j'ai eu de la chance, je l'ai eu pour Noël. J'ai eu de la chance que pas tout le monde malheureusement pouvait avoir des jeux pour Noël, voilà. Mais bon, j'ai eu FF7 pour Noël. Et là, alors j'étais, comme je disais, un peu casu. Et c'est vrai que j'ai commandé FF7 parce qu'en fait, je me suis fait un peu, j'étais gamin, donc je me suis fait un peu avoir par la pub, mais je ne savais pas du tout ce que c'était comme genre de jeu. Moi, le JRPG à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était. C'est juste que j'ai vu les images à la télé, j'ai dit, wow, c'est trop beau, il me le faut. Et en fait, quand j'ai commencé à mettre le jeu, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce combat tour par tour et tout. Alors, c'était ni mauvais ni bon, mais pour moi, c'était un genre nouveau en fait. Hein. J'avais jamais joué à un jeu comme ça auparavant. Et en fait, je me suis ce FF7 c'est extraordinaire comme jeu, hein, bon, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais en fait en avançant dans le jeu, en fait, en découvrant les personnages, l'histoire, l'environnement, j'étais happé en fait par l'ambiance, voilà, toute l'histoire en fait, et petit à petit en fait, le jeu pour moi est devenu vraiment le banger qu'il est aujourd'hui, en fait, un jeu mythique, un jeu incroyable. Et pour la petite anecdote personnelle, et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, donc à l'époque on sauvegardait sur la PS1, donc sur les cartes mémoire là, du coup qu'on mettait. Moi j'avais une petite sœur qui pareil aussi, j'ai fait découvrir FF7, donc pareil aussi qui aime beaucoup FF7 aujourd'hui. Et quand on était gamin, des fois on faisait un petit peu le con, tout ça, et on supprimait des sauvegardes de l'un ou de l'autre. Ce qui fait que cette histoire de sauvegarde supprimée, c'est ce qui a fait que j'ai fait le jeu plusieurs fois à l'époque, du coup, parce que elle est où ma sauvegarde, je l'ai supprimée parce que t'es un grand frère pas gentil. Enfin voilà, bref, vous avez des anecdotes un petit peu similaires. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai refait le jeu maintes et maintes fois plus jeune. Mais voilà, du coup aujourd'hui, voilà, c'est le jeu qui a versé notre enfance. Mais ça m'a parlé, cette histoire de carte mémoire. Je pense être à 30 parties à peu près, minimum, hein, 30 parties depuis que j'ai commencé. J'ai une petite anecdote rapide. Déjà à l'époque, à 12 ans, je me souviens, non j'en avais 13, du coup c'était 98, je tombe malade, 3 jours, je reste à la maison et j'étais au moment où on sort de la grotte de Mithril, avant d'aller à Junon. Et en fait je m'étais tellement fait botter le cul par le Zulum de Midgar que là déjà pendant ces 3 jours de maladie j'avais passé mes 3 jours à farmer dans la petite forêt juste avant Junon. Là on peut récupérer Yuffie pour la première fois pour monter en level, et j'étais monté je sais plus quel level 30, un truc comme ça, alors que normalement on est level 14, un truc comme ça, pour retourner dans la grotte de Mithril et aller botter le cul à cet enfoiré de Zulum de Midgar. À 13 ans, j'avais déjà la mentalité de je tourne, je pexe, je deviens plus fort, je lui botte le cul. J'ai gardé même aujourd'hui cet aspect quand je sors de la grotte de Mithril. Alors soit je m'entraîne dans la grotte, soit dans la forêt de Junon pour monter mes levels. Donc comme quoi ça a traversé les années. On va passer au point 2, sans trop s'étarder. En quoi ce numéro de la saga est-il si important à nos yeux? Quels sont réellement ses points forts? Personnellement, pour moi, tu vas être sûrement d'accord, il y a l'ambiance, l'atmosphère, qui est triste, mélancolique. C'est quelque chose de poignant qui te saisit, alors que le jeu n'a même pas encore commencé. Il y a vraiment une dimension cyberpunk qui est vraiment forte, et c'est vrai que c'est prenant. Quand tu découvres ça, tu te dis, putain, c'est pas normal. C'est pas un jeu fleur comme on a l'habitude de faire. Et puis ce côté où on traque Sephiroth sans jamais le voir vraiment, Sephiroth qui est en réalité Genova,
Et ben ça aussi, ça a vraiment donné du cachet. Et c'est vraiment ça la marque de fabrique de FF7 original. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. On se dit qu'aujourd'hui, c'est toujours un sujet d'actualité. Cette histoire des humains qui vont puiser dans les ressources de la planète pour justement l'appauvrir et pour la détruire, clairement. Hein. Et donc, quand on sait qu'en 2024, tu joues à FF7 original et que tu as toujours ce sujet d'actualité en tête, et là, tu te dis, putain, mais les mecs, en 97, même quand ils ont lancé la production en 94, putain, ils étaient déjà dans le vrai, quoi. Donc, c'est assez incroyable. Toi, ton avis? Pourquoi il est si mémorable? Alors, si mémorable, déjà, je vais commencer parce que c'est notre premier FF. Déjà, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Côté nostalgie. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter. Pour eux, leur FF préféré, c'est le premier FF qu'ils ont fait, donc le 8, le 9, le 10. Moi, j'avoue que j'ai commencé par le 7, donc forcément, une nostalgie incroyable. Du coup, voilà pourquoi FF7, c'est mon préféré. Même s'il y a évidemment beaucoup d'autres Final Fantasy qui sont aussi très très bons. Voilà, mais FF7, c'est FF7. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est les personnages. Hein. Le travail qui a été fait sur leur psychologie, sur les enjeux qu'ils ont qui pèsent sur leurs épaules, hein, sur un Barret, sur une Tifa, sur Sephiroth aussi, le grand méchant. Je veux dire, Sephiroth aujourd'hui, il a peut-être la musique la plus connue de tous les méchants de l'histoire du jeu vidéo. Hein, il a une musique incroyable. Moi, j'ai adoré effectivement comment les personnages ils arrivent un petit peu à se mouvoir dans ce monde, comment ils progressent, comment tu passes d'une ville à une autre, et tu vois leur évolution en fait en fonction du cadre de la ville. Oh, putain, on va dans la ville d'origine de Barret, et du coup tu as l'histoire de Barret qui ressurgit. Du coup les personnages, vu qu'ils ont déjà passé plusieurs temps avec Barret, mais ils ont plus facilement une empathie pour Barret. Enfin voilà, et en fait on voit vraiment cette psychologie. En fait c'est comme un pèlerinage en fait, hein, puisque du moment où on sort de Midgar, en fait on fait la chasse à Sephiroth, donc on traverse plusieurs villes, et en fait il y a une sorte d'évolution psychologique des personnages du coup, puisque forcément avec les épreuves qu'ils vont subir à chaque passage de ville, ça les rapproche, ça crée une dynamique, voilà, une solidarité entre eux, et donc on voit effectivement au fur et à mesure du jeu, cette dynamique de groupe, cette cohésion de groupe qui me saute aux yeux vraiment. Et en fait c'est une bande de ça devient un petit peu, je vais faire un petit peu comme FF15 en fait, mais comme une sorte de bande de potes qui se découvrent, voilà, qui font un voyage. Et ça, franchement, c'est surtout. C'est magnifique. Ouais. Et c'est ce qu'on m'a beaucoup parlé tout à l'heure dans le Rebirth, hein, parce que c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le Rebirth. Hein. Ça, c'est évidemment beaucoup plus accentué, mais du coup, moi, ce voyage en fait avec eux, c'est vraiment un plaisir, vraiment. Et puis les personnages alors, autant sur le Cloud, mais bon, on en parlera aussi plus tard, mais autant le Cloud, j'ai pas trop aimé moi dans le FF7 original, ouais. Mais globalement là, tous les personnages vraiment ils ont une valeur ajoutée. Certains forcément un peu moins que d'autres, hein. Je pense à un Ketsit, un Vincent par exemple, même s'ils ont leur background, ils ont leur histoire aussi, ils ont leur importance. Mais Vincent, très très aimé de la licence. Oui, hein. oui. Franchement, alors moi j'ai jamais été pro Vincent, mais j'ai des gens, ils ne jurent que par Vincent, un peu comme sur Dragon Ball, les gens qui ne jurent que par Trunks. Et en fait, ils ont une attache à un personnage et vraiment, ils sont focus là-dessus. Mais je te rejoins entièrement dans ce que tu dis sur tous l'aspect personnages, grande famille qui partent. J'ai bien aimé ce parallèle avec FF15. Moi, ce que j'aimais bien aussi sur FF7 original, c'est que les personnages hors cinématique, on les voyait pas bien. En fait, on essayait de deviner à quoi ils ressemblaient, et je trouvais que ça créait en fait une sorte de charme. En fait, c'est comme quand tu lis un bouquin et que tu sais, t'as pas les images en tête. Et de voir ces petits personnages, ces boules de polygones, ça donnait de l'imaginaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qu'on ne retrouve plus maintenant parce que avec les OLED et les Ultra HD et les 120 FPS, non, on voit tous les détails. Mais voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Juste pour finir, et puis aussi ce qui est bien aussi dans le jeu là, c'est qu'au final le jeu sort en 97 et déjà à l'époque tu avais ce message écologie, préservation de la planète, et on voit qu'aujourd'hui en 2024 c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité. Donc ça tu dis que c'est incroyable, ils ont été alors je vais pas dire précurseurs ou voilà, mais en tout cas c'est vrai que le message en tout cas qui est véhiculé à travers ce jeu là aujourd'hui encore, et puis malheureusement il a encore ça va perdurer encore, et c'est encore d'actualité. Ça je trouve ça incroyable ça. Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, on a dépoussiéré, on est à 12. C'est pas mal, on va pas trop s'attarder parce que c'était vraiment pas le sujet d'aujourd'hui, mais il fallait qu'on pose les bases, on pouvait pas se lancer dans le grand bain comme ça. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec le point numéro 3. Et ce point, c'est nos attentes initiales avant la sortie de Remake. Qu'est-ce qu'on attendait vraiment au fond de nous? Qu'est-ce qu'on s'imaginait à l'annonce et même avant même qu'il y ait un remake qui ait été annoncé, qu'est-ce qu'on s'imaginait? Je vais laisser la parole, tiens. Commence par ce point.
Alors moi c'est classique, hein, c'est-à-dire que j'attendais vraiment un copier-coller, vraiment du jeu d'origine, un copier-coller, mais évidemment 4K, 60 FPS, bref, on va dire avec les technologies d'aujourd'hui. Je m'attendais juste à ça, vraiment quand j'ai vu quand ils ont fait la présentation à l'E3 2015, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. On voit la première cinématique. Bon voilà, je dis très bien. En tout cas voilà, c'est ajusté avec les technos d'aujourd'hui. Et puis moi je veux juste un copier-coller en fait. Vraiment, j'étais pas dans l'optique de bouleverser le jeu, de refaire l'histoire et tout ça. Et donc c'est vrai qu'effectivement j'étais un petit peu, alors je sais pas si le terme choqué c'est le bon terme, mais intrigué en tout cas là, intrigué par finalement la direction qu'a pris le remake. Hein. Effectivement le fait de quand même d'avoir plus ou moins la même base, mais sauf effectivement la base derrière, tu la modifies. Hein. Autant il y a des choses qui sont restées intactes, mais autant tu modifies certaines parties, tu en rajoutes aussi. Voilà, je pense que ce que tu dis, ça va rejoindre ce que je vais dire. Il n'y a pas de surprise. C'est vrai que j'ai toujours imaginé un remake remaster de ce jeu-là, et je m'étais dit en fait, alors dans une vision un peu plus utopiste, je m'étais dit, je vais imaginer en fait un FF7 original avec des personnages un peu plus grands, mieux faits, mais je m'attendais pas en fait à une ville aussi développée, une ville aussi. Attends, je vais juste fermer parce que on a un peu feu d'artifice. Donc je disais oui. Donc je m'attendais en fait à un jeu réaliste, mais j'avais en fait cette vision. Je voulais que en fait ce jeu garde une côté un peu fantaisiste. Je m'explique. Dans le secteur 7, je m'attendais à ce que les villes forcément soient plus développées, mais par exemple quand on va au bar de Tifa, j'avais pas envie de perdre mes repères. J'avais envie que quand je rentre, je vois la map dans ma tête, je savais que le bar était à tel endroit, qu'au milieu il y avait les deux petits commerces, et je m'étais dit bon bah voilà, les bâtiments vont être grands, on va pouvoir rentrer dedans, mais ça va pas être aussi trop énormissime comme ils l'ont fait là. Et j'avais ça pour image, je me disais le remake, en fait il va être fidèle à l'original. Et on va avoir des personnages un peu plus grands, un peu plus travaillés. Je pense qu'on l'a tous fait. Là, vous êtes en train de sourire parce que je suis sûr que vous-même, vous attendiez à peu près à ça. En fait, la même copie du jeu, mais avec des graphismes un peu améliorés et la possibilité d'avoir des choses un peu plus accentuées. Je savais qu'il y avait des points qui allaient être plus développés. Mais voilà, c'est vraiment l'image que je me faisais de remake. Ouais, non, mais très bien dit. C'est vrai que moi, je m'attendais vraiment pas, en tout cas, voilà, à ce qu'ils ont fait, hein, c'est-à-dire les modifications de l'histoire. Ou effectivement, ou même l'ambition en fait, hein, effectivement, comme tu l'as dit, des personnages, au final, taille réelle, enfin bon, voilà, ce qui est totalement à l'opposé en fait du jeu d'origine. Hein, donc, bon, on en parlera effectivement plus tard sur en tout cas si on a bien aimé ou pas, mais moi j'étais vraiment très simple, hein, vraiment dans ce que j'attendais, vraiment le copier-coller du jeu d'origine. C'est ça. Et voilà, d'un point de vue graphisme, un petit peu mieux, mais voilà, sans, même si je sais pas forcément chercher à creuser, parce que je voulais aussi garder la surprise ou faire travailler mon imaginaire sur ce que potentiellement on pourrait avoir comme remake, mais j'étais pas très exigeant. Vraiment, voilà, je voulais surtout que on retrouve l'ambiance du jeu d'origine, vraiment. Donc, on va passer au 4e point. Première réaction quand on a joué au remake en 2020. Nos impressions à chaud et sur la compréhension, et c'est très important ce que je dis là, sur la compréhension du scénario à ce moment-là. Eh ben, je vais vous dire, et on va parler avec le cœur, on va parler en étant franc, on l'a toujours été depuis le début. Moi, quand j'ai fini Remake, j'ai été mitigé. J'ai été sur la demi-molle, du bon, du mauvais. Forcément, de voir en fait que le scénario est changé, ça m'a mis un coup. Hein. Surtout moi qui suis puriste de la première heure, je me suis dit mais c'est pas possible, putain, ils ont changé le scénario, ils ont fait un autre jeu. Pourquoi pas? J'étais vraiment dans le déni. Donc j'ai commencé à me dire ah non, que c'est finalement un si bon jeu que ça. J'étais content du gameplay. Alors ça c'est un point très fort du remake et là on peut en parler parce qu'on parle vraiment de nos ressentis. Le gameplay incroyable. Moi j'adore les jeux dynamiques, les beat'em all, God of War, Devil May Cry. Et là tu pars, tu tapes avec ton épée et que tu as ce côté stratégique en appuyant sur carré. Tu choisis tes actions, tu peux les mettre sur un raccourci. C'est génial. Je pense, et je me mouille pas trop, hors système tour par tour, c'est le meilleur système de combat qui existe pour un jeu vidéo. J'adore ce système d'FF7 Remake et Rebirth. Alors c'est sûr que sur le scénario, pareil, je finis le jeu, mais je suis incapable de vous raconter l'histoire. Les fillers et compagnie, mais je n'avais absolument rien pané. Et là je me suis dit, bon oui, il y a une histoire de Sephiroth. Alors quand j'ai vu Sephiroth dès le début, je me suis dit,
Merde, ils ont voulu mettre du fanboy tout de suite pour faire plaisir aux gens qui aiment que ce personnage et pour attirer en fait tout le monde en se disant voilà, Sephiroth c'est un grand méchant. Et il y avait plus ce côté découverte comme on l'a eu sur l'original. Et vraiment moi ça m'a fait chier. Ce remake en fait je l'ai bien aimé parce que c'est un jeu qui est joli sur la console, sur la PS4. Mais ce côté bouleversé, j'étais un peu comme les vieux cons qui disent encore maintenant, qui n'ont pas changé d'avis, l'original c'est l'original, le reste c'est de la merde. Voilà. J'étais pas à ce point-là, mais j'étais quand même déçu. Je sais pas toi, comment tu l'as vécu? Je pense que mon avis est assez proche du tien. Moi, j'ai commencé par la démo en fait. Il y avait une démo qui est sortie 1 ou 2 semaines avant. Alors, je voulais pas la faire, c'est forcément pour me garder un maximum de surprises, mais j'ai pas pu, j'ai cédé. Et en fait, quand j'ai fait la démo, donc qui reprend vraiment le début du jeu, quand on fait le premier donjon, j'ai dit mais c'est quoi ce jeu en fait? Vraiment, je n'ai pas aimé, mais vraiment c'est même pas mitigé. J'ai dit mais j'ai l'impression de pas retrouver mon FF en fait. C'est-à-dire que certes, alors, dans un premier temps, en tout cas, le système de combat aujourd'hui, j'adore le système de combat. Effectivement, je partage ce qu'a dit Francky. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux, système de combat ever, vraiment. Mais au début, quand on est habitué on va dire au tour par tour, en tout cas, on a cette image-là que FF7 égale tour par tour. J'ai dit, moi, je suis perdu. Puis pareil, t'as ce donjon-là où tu dois casser des caisses, où tu gagnes du coup c'est des G, tu gagnes des G dans les caisses. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est pas mon FF7 en fait. Vraiment, j'avais du mal à. L'ambiance était différente. Je me dis non mais ça me fait chier parce que j'ai claqué 350 balles là pour le collector. Voilà, parce que je dis c'est FF7, j'ai pris le collector et là je me dis là je suis en train de faire la démo et je n'aime pas du tout le jeu. Vraiment, j'étais déçu. J'ai même fait la démo je crois une deuxième fois derrière. Je me suis dit non mais c'est pas possible. J'ai dû je sais pas, j'étais dans un mauvais jour là. Bon, et la deuxième fois un peu mieux mais pas plus que ça. Bon. Ok. FF7 sort, en plus on a eu le temps d'en faire, on a eu le temps de bien profiter puisque le jeu sort pendant le premier confinement, donc autant dire qu'on avait que ça à faire. C'est ça. Du coup, je fais FF7, vraiment. Alors là, pour le coup, ça va. Je veux dire, autant le premier donjon, je l'ai passé. Après, en avançant dans le jeu, t'as les premières cinématiques, les premiers échanges avec les personnages, etc. Je me dis, là, je retrouve l'ambiance sombre, je retrouve les lieux, là, je retrouve Midgar, etc., etc. Enfin, bon, voilà, le Avalanche, enfin bon. Et là, je me dis, ah oui, là, quand même, là, ça, j'arrive à retrouver un petit peu, la sensation que j'avais en jouant FF7 d'origine avec, voilà, le rapport entre les personnages, les enjeux qui portent sur leurs épaules, sur Avalanche, etc. Et, en fait, effectivement, et en avançant dans le jeu, il y a des changements, on va dire, scénaristiques ou des ajouts, par exemple des fillers. Pareil comme Francky, je me dis, mais les fillers, mais qu'est-ce que. Alors, ça, pour le coup, ça, j'en ai vomi. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que les fillers? Et puis, comme Francky, impossible. J'avais pas compris tout de suite à quoi ils servaient. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? D'où ça sort cette idée de merde? Mais vraiment, je dis, c'est pas possible, les fillers. Pareil, voir Sephiroth au début. Alors, moi, j'adore Sephiroth. Je pense que c'est peut-être mon méchant préféré, tout jeu confondu, au-delà même de la licence FF. Je pense que c'est mon méchant préféré. Donc, effectivement, il y a ce côté fanboy où on le voit dès le début du jeu. Puis, une fois de temps en temps, on le voit quand même pas mal, où on voit tous les flashbacks qu'a Cloud où on voit Sephiroth, où Sephiroth parle à Cloud. Mais je me suis dit, putain, mais justement, il faut laisser la surprise de découvrir Sephiroth plus tard dans le jeu. Mais là, tu le vois dès le début du jeu. Je veux dire, mais je sais pas où est l'intérêt en fait. Le méchant, tu le montres tout de suite dès le début du jeu. Donc, j'étais un peu à la fois frustré, mais à la fois content de le voir. Mais voilà, j'avais un peu le cul entre deux chaises. Voilà, un peu partagé sur le sentiment. J'ai un copain qui disait justement que lui, il n'était pas choqué qu'on voit Sephiroth dès le début parce qu'il disait, mais les copains en 2020, mais tout le monde connaît Sephiroth. Donc en fait, c'est plus une surprise. Donc finalement, personne n'était surpris. Oui et non, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont acheté Remake qui ne connaissaient pas FF7 et donc en fait ils n'ont pas eu cet effet en fait waouh comme nous on l'a eu sur l'original de découvrir au fur et à mesure. Ils ont été plongés dans le bain tout de suite et le côté marketing de Square est très fort parce que de se dire il y a beaucoup de gens qui pouvaient se dire et encore aujourd'hui qui n'ont pas fait Remake et Rebirth qui se disent ah ouais il y a votre partie 3 là du jeu qui va sortir mais de toute façon vous connaissez la fin, c'est exactement le même jeu que vous avez connu. Eh ben non mec, Remake est un jeu complètement à part. On en parlera plus tard, c'est notre timeline, donc forcément ça n'a rien à voir. Et donc bravo à eux, parce que même ils ont su attirer les anciens joueurs et les joueurs curieux qui se sont dit allez, on va je connais l'histoire par cœur, on va quand même réacheter le jeu pour voir où ils vont nous mener. J'ai entendu un pote, il m'a dit ah putain on voit Sephiroth dès le début, c'est quoi ce délire et tout. Donc il y a du bon, il y a du mauvais, mais en fait tout prend son sens après. Et maintenant, et d'ailleurs au point numéro 5, et le point numéro 5 qui est justement maintenant comment le titre a mûri dans nos esprits grâce aux théories, aux analyses, aux parties qu'on a fait en boucle. Que pense-t-on du scénario aujourd'hui à l'instant T? Alors là, changement de décor grâce à notamment
à Final Fantasy XIV, et je vais vous expliquer pourquoi. Début d'année, je me lance sur le platine de FF14. Il y a des trophées qui sont infâmes, comme un trophée où il faut faire 1000 aléas. Je me suis lancé des vidéos en attendant. Au début, je regardais des vidéos de sport et ainsi de suite, et je me suis dit, dans 2 mois, Rebirth sort, je me remets dans le remake. J'avais refait le remake pourtant en début d'année. Je me suis revu une centaine de vidéos de remake qui expliquent tout point par point, tous les éléments. Mais c'est une masterclass. Et je me suis dit, bordel, mais je suis passé à côté de trop de choses. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que je suis retombé comme un enfant, comme le passionné que j'étais à l'époque, en me disant, ah mais ouais, il y a ci, il y a ça. Alors, avec du recul, tout ce qui est timeline et multiverse, on sait que Square a surfé sur la vague de l'effet de mode avec Marvel et compagnie. Et je ne vais pas vous cacher que je suis peut-être un peu moins fan de tout ce qui est timeline. Moi, j'adore les voyages dans le temps. Moi, je suis passionné de ça. Par contre, le timeline, les mondes parallèles, un peu moins. Là, on a un peu des deux, mais on a plus une partie multivers. Pourquoi pas en fait, je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont pas évidentes à voir à l'œil nu. Il faut le voir avec les théories. Je sais que j'ai un copain, on échange beaucoup entre copains. J'ai un groupe Facebook où on échange beaucoup. Et il y en a beaucoup qui donnent des avis très pertinents. Et il y en a un, il m'a dit, fais chier, c'est encore un JRPG à la japonais, j'en ai plein de cul par rapport au RPG occidental où tu es obligé d'aller voir une vidéo sur internet pour comprendre le scénario. Il m'a dit, ça j'en ai plein de cul. Moi j'aimerais bien jouer à un jeu et comprendre le scénario. Je suis d'accord. Mais il y a quand même cette partie mystérieuse. Et puis ça fait vivre un peu nos youtubeurs. Pourquoi pas, ça leur fait faire des théories. Puis les mecs ils se creusent quand même. Hein. Ils refont le jeu, ils vont lire des bouquins, ils vont faire des analyses. Là par exemple, une des théories qui est incroyable, et c'est pour ça que je me suis dit, oh putain mais je suis passé à côté de ça. Quand Aerys, elle commence le jeu, que ce soit dans l'original ou dans le remake, on la voit en fait en premier plan en train de prier sur une pierre. Et il y a une espèce d'effluve de Mako. Et en fait, la première théorie, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, j'ai complètement zappé, mais vous avez dû vous en rendre compte, il y aura du spoil. Donc là, si t'as pas joué au remake, c'est bon, allez coupe la vidéo. Il faut couper là. Ouais, allez, on balance tout là. Va jouer à un autre jeu. Et donc, Aerys, en fait, la théorie incroyable, c'est que on sait que cette Aerys, elle est consciente de ce qui va se passer dans le futur. Et en fait, la Aerys de FF7 original aurait passé ses souvenirs à l'Aerys en fait de début de remake, qui en fait en priant, on entend le thème de Sephiroth très brièvement, et en fait elle lui passe en fait tous ses souvenirs. Et là en fait dès le moment où elle se lève, elle sait, elle connaît l'avenir. J'ai trouvé ça fantastique. Il faut savoir que Sephiroth, on le voit, mais c'est une illusion au début de remake. Et en fait, pour se matérialiser, il faut qu'il ait deux choses. Soit le souvenir Clad se souvient de Sephiroth, c'est pour ça que Sephiroth lui dit toujours « ne m'oublie pas », et les cellules de Genova. Donc, c'est complexe, mais en même temps, ça a du sens, et c'est vrai que c'est génial, tu te dis « bon, ok, l'original, il a eu son histoire, on part sur un nouveau monde dans l'univers FF7 et une nouvelle trame. » Je sais pas ce que tu en penses. Je suis du même avis que toi, c'est-à-dire qu'après avoir fini le jeu d'origine, donc FF7 Remake, je me suis dit, je sentais que j'étais passé à côté de beaucoup de choses, vraiment au niveau histoire, les fillers notamment pour remettre une cartouche dessus. Et c'est vrai que je peux comprendre ce que disait ton ami, il avait envie de jouer à un FF7, voilà, en mode je pose mon cerveau, voilà, je fais l'histoire tranquillement, et puis voilà, je bats le boss de fin, j'ai tout compris à l'histoire, mais j'avoue que ça marche pas comme ça avec FF7 Remake. Hein. C'est plus simple avec le FF d'origine, mais là avec les remakes, ils ont mis vraiment la barre au-dessus. Et effectivement, je partage que je suis pas forcément méga fan du multiverse, tout ça, et je pense que c'est surtout qu'à l'époque, hein, parce que le jeu est présenté en 2015, mais c'était déjà peut-être 2 ou 3 ans qu'il était en pré-production. Donc c'est à l'époque où Marvel ça cartonne de folie, enfin voilà, et que le multiverse c'était pas encore le cas chez Marvel, mais déjà ils en parlaient hein, déjà pour la suite. Donc je pense qu'ils se sont inspirés en tout cas de Marvel. Mais moi je suis d'accord que alors, j'ai eu pas tout de suite après le remake, c'est passé comme plusieurs mois le temps qu'il y ait quelques youtubeurs qui fassent des vidéos théories sur YouTube. Et c'est vrai que là, j'ai eu l'occasion de regarder pas mal. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est génial en fait. Alors, moi qui étais comme toi, qui était mitigé quand j'ai fini le jeu, je dis, il y a des choses l'histoire, j'arrive pas à comprendre ou c'est mal foutu. Et en fait, en écoutant les théories, en fait, je dis, non, en fait, les gars, c'est des génies en fait. C'est vraiment des génies. Alors, le problème aussi, c'est qu'il faudra juger quand on aura les 3 jeux parce qu'il y a des choses qui sont introduites là dans le jeu d'origine et forcément qui prendront leur fin au 3e épisode. Hein. Donc ça, pareil, il faut bien le prendre en compte. Mais je trouve que les mecs, c'est du génie de ce qu'ils ont fait. Je veux dire, cette histoire de
de multiverse, plus de boucles parallèles, effectivement, alors, le meilleur exemple que tu l'as pris, c'est effectivement c'est la Iris qui est consciente de ce qui va se passer. Voilà, elle sait qu'elle va mourir et voilà, elle fait en sorte de guider le groupe justement pour on va dire empêcher Sephiroth de détruire le monde en fait. Donc elle sait exactement à quel moment ce qu'elle doit faire et ça je trouve ça génial. C'est pour ça que qu'elle s'enfuit. Enfin voilà, elle connaît de toute façon l'avenir. Donc ça c'est ça qui est une super bonne chose parce que Iris pour moi dans le jeu d'origine comme Cloud, j'ai pas spécialement aimé. Moi j'ai trouvé la Iris dans le jeu d'origine un peu molle, qui par rapport à Tifa surtout, un peu effacée voilà. Et là je trouve que là dans le remake la Iris, elle est incroyable. Vraiment, je ne vais pas dire que c'est mon héroïne préférée, mais elle est incroyable. Vraiment, je trouve la Iris, mais on sent même dans son regard, en fait, on sent que c'est pas on sent qu'elle sait, voilà. Elle sait, et en tout cas, moi, elle me le fait comprendre. Elle me le fait comprendre que c'est pas juste une simple potiche, ou voilà, je veux pas être méprisant vis-à-vis d'Iris, voilà, mais on sent qu'elle a un autre rôle. Exactement. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ce que j'ai beaucoup aussi aimé aussi dans le remake, c'est certains personnages aussi qui ont été plus mis sur le devant de la scène. Par exemple, je pense à Jesse Biggs et Wedge. Bah, tu me coupes là, tu vois, j'allais y venir. Voilà, je te laisse développer. Voilà, j'avoue, autant dans le jeu d'origine, on les voit pas trop. Hein. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le jeu d'origine, Midgar, en fait, ça dure quoi, 4-5 heures. Tu finis Midgar au bout de 4-5 heures. Alors que là, c'est un jeu entier, donc Midgar, on y passe quand même un bout de temps. Ouais. Donc forcément, vu qu'on peut spoiler, ils meurent tous. Hein. Donc du coup, avant qu'ils meurent à la fin du jeu, il se passe quand même plusieurs heures de jeu durant lesquelles on échange, on apprend beaucoup plus sur eux. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu là du coup dans le jeu. Et aussi, on a oublié de préciser aussi peut-être tout à l'heure, c'est qu'il y a un chapitre inédit dans le remake, du coup, où on va dans un nouveau secteur de Midgar en fait. Donc c'est vraiment totalement inédit. Donc ça amène pas forcément grand chose, mais bon, c'est toujours un petit peu du background en plus. Moi je suis pas contre, effectivement on rencontre le personnage de Fortune. Mais voilà, c'est toujours un petit truc en plus. Donc ça j'ai beaucoup aimé ça, effectivement, ce chapitre inédit du coup, pour embellir Midgar, surtout aussi pour allonger la durée de vie, parce que bon, il fallait bien que le jeu comme il ait une certaine constance, hein, voilà, parce que Midgar dans le jeu d'origine c'est quoi, c'est juste 4-5 heures de jeu. 4-5 heures de jeu à peu près. Et moi non, franchement je rejoins tout ce que tu dis. Et pour finir pour les théories, effectivement, ce qui est bien aussi, c'est que visiblement, puisque c'est toujours Nojima au scénario de Nojima qui est sur la FF7 d'origine et qui est aussi là au scénario pour toute la trilogie, la trilogie. Et c'est vrai que vraiment il se base certes sur le FF7 d'origine, mais tout ce qui est sorti entre temps, c'est-à-dire tous les Advent Children, le Crisis Core, le Dirge of Cerberus, et du coup tout ça c'est inclus du coup dans le jeu d'origine, forcément parce que quand le FF7 c'est le tout premier qui est sorti, donc il n'y avait pas encore toute cette partie là qui est sortie ensuite, et tout ça c'est inclus du coup dans le remake. Et ça, alors, même si je pense que pour l'instant on peut pas trop en parler parce que je pense que ça sera globalement sur la partie 3, je pense toute la partie Crisis Core, Dirge of Cerberus, tout ça va être dans la partie 3 et c'est pour ça on en parlera plus tard, c'est une des choses que j'attends sur la partie 3. Mais du coup tout ce background là a été ajouté dans le jeu d'origine, qui fait aussi qu'il y a beaucoup de chemins qui ont été ouverts, beaucoup de portes qui ont été ouvertes, et que du coup j'espère aussi qu'elles seront toutes fermées quand partie 3 sera terminée. Donc, mais en tout cas voilà, moi globalement là, le remake j'ai adoré l'histoire, et puis oui, pour les fillers, juste pour conclure sur ça, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu insisté là-dessus, parce que c'est vrai que c'était pour moi peut-être la pire des choses. Et puis pareil, sur les réseaux sociaux à l'époque, les fillers, tout le monde disait que c'était vraiment personne n'a aimé, j'ai l'impression. Et c'est aussi pour ça que du coup on en va plus beaucoup dans la partie 2. Mais c'est vrai que les fillers du coup sont là pour empêcher de casser en fait, de modifier le cours de l'histoire en fait. Par exemple dans le jeu, Barrett à un moment il se fait tuer par Sephiroth, ce qui se passe pas dans le jeu d'origine. Du coup il y a les fillers qui arrivent et qui ressuscitent en fait Barrett en fait. Tu sais la théorie qui était folle, passe un moment, que les fillers c'était représenté par qui à ton avis? Il y a une théorie qui disait que les fillers c'était Iris, non, c'était nous. En fait les fillers c'était les fans du jeu original qui ne voulaient pas que leur jeu change, et que c'est pour ça que c'est vrai que c'est rigolo. Pourquoi pas, c'est une théorie comme une autre, hein. Mais c'est vrai que ces fillers, ils ont vraiment donné du grain à moudre à ce qu'on n'aime pas le jeu, parce que vraiment, c'était vraiment quelque chose qui nous sortait par les yeux. Moi, oui et non, mais c'est vrai que je me disais, putain, mais c'est quoi ce délire? Je rebondis sur un autre truc, tu disais qu'il y en a un qui veut pas se poser, parce qu'on va se faire tanner dessus, je pense. Le premier jeu, à mon avis, il est aussi compliqué que Remake et Rebirth. Je prends par exemple quelqu'un qui commence même aujourd'hui, qui ne connaît pas l'histoire, et nous, même en ayant fait le jeu plusieurs fois,
l'histoire elle est quand même assez chiadée. Il faut vraiment pousser le truc pour savoir que bon voilà c'est Jenova, Sephiroth, quand on affronte le vrai Sephiroth, l'histoire avec les souvenirs de Clad, les cellules de Jenova. Je pense que c'est un jeu quand même qui reste complexe. Donc ils ont gardé en fait ce moule remake et rebirth de cette complexité du jeu d'origine. Ils sont encore plus complexes parce qu'il y a des timelines, mais il faut pas oublier que le jeu d'origine est un jeu quand même pas facile à comprendre. Ouais, dernier point. Dis-moi. Ouais, je vois que tu as marqué sur ta feuille, mais c'est vrai que j'ai envie d'en parler aussi parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la VF. Ah oui, ouais. Exact. Moi, je suis un pro VF. J'allais oublier. Pour les jeux et même pour les séries. Alors, ça dépend, mais les séries et les films aussi. Je suis un pro VF et j'avoue que la VF de FF7, vraiment, moi, je trouve que c'est une masterclass. Déjà qu'on avait eu une masterclass avec la VF de FF15 et même, alors, je disais, c'est sorti après pour FF16 aussi. J'adore la VF de FF16. Mais la VF de remake, j'ai trouvé que c'était une masterclass pour chipoter peut-être la voix d'Aerys. Peut-être. Un peu trop, comment dire, gnangnan, nasillarde, ouais. Si vraiment on chipote. Bah, pour chipoter, voilà. Et Barrett un peu trop. Voilà. Peut-être, voilà. Si on chipote, c'est ça. Et pour info, c'est celui qui fait la voix de Kratos. Et il fait la voix de Kratos. Et celui qui fait la voix de Kratos. Après, la voix de Kratos, moi je l'aime bien parce qu'il est plus calme et posé. Donc forcément, ça me dérange moins qu'un Barrett qui est tout le temps en train d'hurler. Mais après, c'est le personnage. Dans l'original, il hurle. Donc bon. Et ça, c'est un bon point. Ouais. Très très bon point. Remake. On a fini la partie là, on va attaquer la grosse partie de la vidéo, on est à 30 minutes pile, passons donc sur la suite. FF7 Rebirth, découverte, qu'avons-nous pensé du jeu, qu'avons-nous pensé du scénario? On a posé, s'il me semble bien, une semaine tous les deux de congé. Ouais. Une semaine de congé à la date de sortie. Et là, les amis, ça a été une claque pas possible. Ouais. Découverte des zones, monde semi-ouvert, des musiques incroyables. J'ai encore en tête la musique de Gongaga, mais qui est juste pour moi ma préférée et qui n'était pas dans l'original. On a fait donc le jeu Day One et ce qui était bien, alors on l'a fait un peu plus tardivement, mais moi je l'ai fait avec un autre copain dès le début. On s'envoyait des vocaux et en fait les premières soirées elles étaient incroyables. On était sur un jeu solo qui se joue en ligne. Je m'explique. Tu joues à un jeu solo, tu partages ton aventure et en fait derrière tu fais un vocal et tu dis hey gros, t'as vu ça? Mais c'est pas incroyable, t'en es où dans l'histoire? Et là on partageait. Et après John sur le platine, sur la suite du platine, on s'est échangé des tips. C'était fou. Cette découverte du jeu et ce monde semi-ouvert, et moi qui ne suis pas du tout monde ouvert, John le sait très bien, et ben finalement j'ai adoré. Et j'ai adoré à tel point que là, mes futurs jeux, j'ai même envisagé de faire un jeu qui était pour moi impossible à l'époque, c'est The Witcher 3. Parce que c'est du RPG occidental et c'est du monde ouvert complet. Mais Rebirth, eh ben, j'ai changé ma copie grâce à ce jeu-là. Si on devait rentrer un peu plus dans le vif du sujet, déjà, avant de rentrer dans ce vif du sujet, toi, quand tu as mis la galette dans la console, est-ce que tu t'attendais exactement à ça ou tu as été encore plus agréablement surpris? Alors j'avais malheureusement, entre guillemets, malheureusement fait les démos. Oui. Parce qu'en fait, j'avais été... quand tu as lancé la démo. La démo, c'était... Alors, la démo, c'était dans des petites zones. Hein, il y avait deux démos, parce qu'il y avait la démo où on rentre dans... Je sais plus la ville sous Junon là où on se bat contre on a sauvé Priscilla là et on se bat ensuite contre le boss là. Et donc il y avait cette partie là et puis il y avait une partie la partie où on jouait avec Sephiroth au début là où en gros le tutoriel où on joue avec Sephiroth et Cloud. J'avais bien aimé. Alors le problème c'était qu'une démo donc techniquement ça par contre ça m'avait les yeux étaient saignés un petit peu parce que vraiment ça l'aliasing tout ça ça ressortissait pas mal, voilà, mais bon c'était qu'une démo heureusement qui a été corrigée plus ou moins dans la version finale, mais vraiment surtout le système de combat c'est tout ça qui vraiment que j'ai plus vu quand j'ai fait la démo. On voyait en fait les liens maintenant entre les personnages qui me permet effectivement de nouvelles techniques et ça j'ai beaucoup apprécié ça, vraiment j'ai beaucoup apprécié, mais voilà, la démo j'étais encore sur la réserve. Voilà, on attend le jeu final. Par contre effectivement quand j'ai mis la galette, parce qu'évidemment on joue en physique, hein, évidemment physique Master Race, et on met la galette, et une fois que j'ai lancé le jeu effectivement, et on arrive quasiment dès le début hein, dans le monde ouvert, semi-ouvert, franchement j'ai pris une claque, hein. Vraiment c'était peut-être une des choses en tout cas les plus attendues du coup dans ce Rebirth, parce que c'est vrai que Midgard c'est une grande ville, hein, c'est des couloirs. Là on vraiment c'est la nature. Ça y est, enfin monde ouvert. Voilà, exactement. T'explores. Donc les attentes étaient assez quand même importantes, et franchement moi j'ai été plutôt rassuré. Alors je sais pas si c'est dans cette partie-là qu'il faut le dire, mais
malgré tout, il y a quand même si c'est du monde semi-ouvert, il y a quand même certaines zones un peu vides. Hein, ça Ouais, manque un si on peut le dire là. On parle pas vraiment Voilà. du. Là, on peut parler globalement du jeu, donc des zones un peu vides. Les choses à faire un peu redondantes. Après, ça sera dans la deuxième partie, mais ça c'était un peu pénible parce qu'en fait les mondes étaient bien, on pouvait les découvrir, mais tu avais toujours les mêmes points à découvrir. J'ai envie de dire, après, ça ressemble un petit peu au jeu actuel. Moi, Ghost of Tsushima, que j'ai adoré, et ben forcément, quand tu fais les 3 maps que tu visites, c'est la même chose. T'as les renards à trouver, t'as les bordels à trouver. Donc là, c'était oui et non. Ça m'a dérangé, oui et non. Le fait qu'on puisse se téléporter de partout, génial. Vraiment, ça a donné vraiment du dynamisme, en fait, pour pouvoir accélérer un petit peu les choses. Et ben, après, voilà, Rebirth, c'est tout de suite, on est dans la timeline et le multiverse d'entrée de jeu avec le stamp, hein, le chien. Donc là, on comprend. On n'est pas con. On comprend qu'il y a un truc qui va pas. On voit souvent ces chiens. On peut, si t'es un peu vif, tu vois qu'il y en a plusieurs qui apparaissent. Mais là, tout de suite, en jouant, je me disais, oh putain, vivement que je regarde une vidéo analyse Oui. pour que je comprenne tout ce qui se passe, parce que je pense qu'il y a des choses qui m'échappent. Zack, Clad, Sephiroth, on sait qu'ils sont capables de voyager à travers la rivière de la vie, ce qui crée en fait plusieurs réalités. Et c'est vrai qu'on a du mal à se dire, et finalement, est-ce qu'il y a un monde principal? Est-ce qu'il y a on sait pas trop, je sais pas comment toi tu l'as perçu, et te dire, est-ce que je suis un peu perdu en se disant dans quelle réalité je suis là? Est-ce que c'est la réalité qu'on connaît de FF7 original, ou est-ce qu'on a basculé déjà dans une autre réalité? Tu vois, est-ce que tu t'es posé toutes ces questions? C'est vrai que le jeu, tu commences à jouer avec Zack. Donc tu dis, oula, Zack est Déjà. censé être mort, qu'est-ce que c'est quoi ce bordel? Donc Bon, déjà, même si à la fin du remake, on savait que voilà. Mais déjà, tu commences avec Zack, tu dis, ok, d'accord, là, ça commence déjà, ils mettent tout de suite la sauce du coup. Donc bon, après c'est vraiment qu'une petite partie. Hein. Si tu joues à peine quoi, ça peut-être 20 minutes. Hein, ouais, c'est 20 minutes. C'est pas très long. Ouais. Mais après c'est découpé effectivement tout au long du jeu en fait. Donc on dit oula, ça y est là, ils attaquent d'entrée parce qu'effectivement Zack c'était quand on a vu les trailers à l'époque, ils disaient mais attendez, on voit Zack qui porte Cloud là justement la fin de Crisis Core où Zack est mort en fait et c'est Cloud qui porte le corps de Zack. Là, on voit l'inverse. Bon, alors Cloud n'est pas mort, mais c'est Zack qui porte Cloud. On se dit, oula, qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce qu'on est là? Vraiment. Et alors, donc, du coup, on commence avec Zack, ok. Et après, effectivement, c'est là où on arrive du coup sur le monde ouvert. Et là, en fait, au final, bon, bah, ça suit globalement en fait son cours. En fait, hein, ça suit. Il n'y a pas trop de changements par rapport au jeu d'origine. Comme je disais tout à l'heure, c'est le début du pèlerinage en fait où l'équipe ils sont à la recherche de Sephiroth. Donc ils parcourent toutes les villes en fait du globe hein, jusqu'à ce qu'on le retrouve. Enfin, jusqu'à ce qu'il se passe certains événements. Et globalement, il n'y a pas trop de changements et c'est aussi pour ça qu'ils ont fait exprès, je pense, de ne pas faire beaucoup de changements parce que qui dit changement dit filler. Et comme les fans ont beaucoup gueulé sur les fillers, c'est pour ça qu'ils ont fait, ils ont fait au maximum de ne pas modifier l'histoire pour pas que les fillers apparaissent. Donc globalement, pendant une bonne partie du jeu, il n'y a pas de filler. Jusque là, on va dire, c'est là où tout s'accélère, c'est quand on arrive dans le réacteur de Gongaga. Et c'est là où, du coup, effectivement, là, on voit les fillers pour la première fois, puis surtout, on les voit, mais plus que bien plus. Même, il y a les fillers noirs, il y a les fillers blancs. On se dit, c'est quoi ce bordel? C'est là où Tifa tombe dans la rivière de la vie. Enfin, bref, c'est là vraiment où le jeu, mais il met la deuxième là. C'est là vraiment, on va dire, on rentre dans la phase 2 du jeu, où là, toute la première partie, c'était le pèlerinage, en fait. On fait Junon, on fait Gold Saucer, enfin bref, on fait Costa del Sol, etc., on fait toutes les villes. Et c'est vrai que là, le jeu prend toute son ampleur. En plus, c'est toute une partie inédite, puisqu'en fait, dans le jeu d'origine, le réacteur de Gongaga, c'est un truc annexe. On peut même finir le jeu sans y aller, en fait. Carrément. Sans y aller, hein. Là, pour le coup, là, ça fait vraiment partie du cœur du jeu, cette partie-là. En plus, c'est peut-être une de mes zones préférées avec la musique, hein. La jungle de Gongaga, la musique est incroyable, hein. Puis, avec l'exploration avec le Chocobo, moi, j'ai adoré. Même si, pour le platine, c'est un peu chiant. S'il fallait, pour tout choper, c'était un peu labyrinthique. Voilà, c'est un peu labyrinthique, mais voilà. On en parlera mais après. voilà, en tout cas, c'est là le jeu vraiment, on rentre dans la phase 2 où vraiment l'histoire vraiment prend son essor en fait, hein, où là effectivement on est dans cette histoire de multiverse, de différentes timelines, etc. Et moi j'ai adoré parce qu'effectivement du coup c'est Tifa qui dans le jeu d'origine en fait elle va dans la rivière de la Vierge, dans le jeu d'origine c'est pas le cas. Donc effectivement c'est là où on voit pour la première fois une arme du coup. Alors c'est l'arme émeraude. Alors je sais pas je voulais te poser la question. Même sur les vidéos c'est un peu flou. Personne ne sait cette fameuse entité qu'on voit, on pense que c'est une arme, on pense à l'arme émeraude. Moi je pense pas que ça soit elle. Après voilà, on le découvrira sûrement ou pas dans la troisième partie, je ne sais pas s'ils reviendront dessus, mais là on en vient vraiment au cœur essentiel aussi de ce que je voulais évoquer avec toi, c'est donc on a vu tout ça, et derrière le point le plus crucial de FF7 original, et je sais pas comment tu l'as vécu, mais moi je vais raconter comment je l'ai vécu, c'est la mort d'Aeris. Tu sais,
pertinemment qu'il va se passer quelque chose et là, tu as ton cerveau qui est à 50-50. Ça veut dire 50%, ils ont pas changé, elle va mourir. Comme ça, au moins, fin du débat. Et 50%, tu te dis, ils ont tellement changé les choses qu'elle va survivre. Et là, la tête que j'ai fait quand je jouais, tu sais, t'es là, tu lances le truc, tu vois, et tu te dis, putain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je pose la manette, je m'approche de l'écran. Et là, tu vois Sephiroth qui tombe. Et là, tu te dis, putain, il va se passer quelque chose. Et là, voilà, il se passe ce qui se passe. Donc, en fait, il y a deux théories. Il y a la théorie où Sephiroth manipule Clad et il lui fait croire qu'il a sauvé Aerys. Et la théorie où, non, il y a un monde où Aerys meurt et il y a une réalité qui s'est ouverte où Aerys est en vie. Donc, il y a deux mondes différents. C'est sûr que je pense qu'ils vont peut-être sûrement partir sur cette réalité-là. Je pense pas que Sephiroth est vraiment manipulé à ce moment-là, même s'il le manipule, mais je pense qu'il y a vraiment deux réalités qui se sont formées. Et il y a peut-être quelque chose qui vous a pas échappé. C'est qu'on ne voit pas la fameuse scène la plus iconique de FF7, où celui-ci prend Aerys et la met dans l'eau pour qu'elle coule. Mais attendez, parce que je pense sincèrement que cette scène, ils le savent très bien, c'est la scène préférée de tous les joueurs d'FF7, enfin les japonais les plus extrêmes. Et en fait, cette scène, ils risquent de nous la remettre à quel moment? Quand Clad va chercher ses souvenirs, peut-être plus tard avec Tifa. Et en fait, là, ça va être incroyable, j'en ai des frissons. Pourquoi? Parce que là, c'est le seul qui n'est pas au courant qu'Aerys n'est pas morte. Imaginez-vous à ce moment-là, le déchirement que ça va être, quand lui, il va se rendre compte qu'Aerys ne pourra plus rire, qu'elle ne pourra plus pleurer. Là, ça va être vraiment quelque chose d'assez fort. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que les développeurs vont partir dans ce sens-là et qu'ils vont nous mettre vraiment, qui va se remémorer en fait cette scène où il la plonge dans l'eau. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, comme toi, moi c'était le spoil absolu que je voulais pas me prendre dans la gueule avant de finir le jeu. C'était si Aerys allait mourir en fait. C'est vrai qu'il y avait vraiment, avec cette refonte de l'histoire, on pouvait vraiment s'attendre à ce que Aerys ne meure pas. Hein. Vraiment, c'était pas irrationnel de le croire. Vraiment. Moi, je pensais 50-50. Ouais, exactement, 50-50. Et donc effectivement, j'attendais vraiment ce moment mythique, d'y arriver pour savoir est-ce qu'elle allait mourir ou pas. Et j'avoue que plus j'avançais dans le jeu, plus je me disais quand même, ça serait bien malgré tout qu'il respecte la trame principale. Voilà, qu'elle meure, parce qu'effectivement, peut-être que derrière, ça allait peut-être beaucoup trop changer le jeu d'origine en fait. Hein, celui avec Iris qui reste en vie, il y a encore beaucoup de choses à raconter dans le jeu. Hein. À Iris encore vivante. Je me dis, il y aurait eu peut-être un fossé trop important en fait entre le jeu d'origine et ce remake. Donc du coup, je suis content qu'elle soit morte. Hein. Donc, je suis content en tout cas qu'elle soit morte comme dans le jeu d'origine. Cependant, je suis d'accord avec toi, on voit pas toutes les scènes qu'il y a dans le jeu d'origine. Moi, je pense que tout ça va être dans la partie 3. Alors, je pense en gros, c'est découpé. C'est-à-dire que, il y a plusieurs théories, mais peut-être que l'Aerys qui est morte là, c'est l'Aerys d'un multivers. Et on va peut-être voir une Aerys d'un autre multivers qui va venir aider Cloud. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait potentiellement revoir une autre Aerys du coup dans le multiverse. Et cette autre Aerys du coup qui peut-être se fera peut-être elle aussi tuer par Sephiroth, qui sait. Et c'est peut-être cette Sephiroth là que Cloud du coup va mettre dans la zone. Je sais pas s'il serait dans la cité des anciens, je sais pas s'ils y seront toujours, mais en tout cas c'est cette Aerys là peut-être qui reprendront la scène en tout cas. Tu iconique. penses donc de ce que tu dis que dans la troisième partie, on va revoir la scène où Aerys se fait tuer. Moi, je pense. Ouais. Moi, je pense que ça rejoint un petit peu ce que je te dis. Alors moi, non, je le voyais plus dans un souvenir où il se rappelle en fait qu'il a fait ça, mais qu'il s'en rappelle pas parce qu'il est dans le déni. Et toi, tu penses qu'on va voir une nouvelle scène où en fait il l'a tué et qu'on va voir toute la scène où il la met dans l'eau. Ouais, parce que à la fin du Rebirth, il y a plusieurs phases de combat contre Sephiroth. On va même, pour moi, faut que je le dise parce que c'est peut-être un des moments préférés de tout le jeu en fait, c'est quand t'as Zack qui arrive et que tu joues Cloud et Zack et tu bats Sephiroth. Je crois que j'ai eu un orgasme. Hein. Je crois que j'ai eu un orgasme quand j'ai eu ce moment-là. Ma femme m'avait entendu gueuler. Voilà, c'est vraiment, je n'exagère pas. Je crois que j'ai eu un orgasme. Il m'avait fait un vocal, je me rappelle, ça m'avait excité. Non mais vraiment, ce moment-là est incroyable. Donc, moi, je suis très tout ce qui est fan service, tout ça. Moi, je suis totalement la cible. Mais là, c'était c'est la cible. Le pompon sur la Garonne. Ah ouais, non, mais okay. Vraiment là. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ils nous mettent le combat où on joue Cloud et Zack. En plus, d'ailleurs, on joue Aerys et Cloud pour le combat final. Voilà, pareil, c'est vraiment à fond le fan service. Du coup, moi, je pense pour partie 3, on aura la même chose encore. Je pense qu'on aura de coup Zack de nouveau qui sera là de la partie. Et peut-être même qu'on aura un combat à 3. Il y aura Zack et Aerys. Parce que je peux voir Aerys, à mon avis,
comme elle connaît effectivement elle connaît la fin du jeu en fait, la finalité. Enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement sauver le monde. Moi, à mon avis, la Iris, on va la revoir. Je sais pas sous quelle forme en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va la revoir. Bah on va en rejouer avec, c'est sûr. On va en rejouer avec. Et c'est peut-être à ce moment-là, parce que pour moi, pour rendre peut-être encore plus beau sa mort, là pour le coup, c'est à la fin du jeu. Tu la refais mourir, mais une vraie fin, avec beaucoup plus d'émotion, plus proche de la fin du FF d'origine. Tu la refais mourir, et là, effectivement, je pense que ou pas, mais et là, ça rendra encore plus la fin iconique, plus mémorable, où du coup là, Iris elle est morte, tu sais que c'est elle, parce que c'est fini. Je suis d'accord avec toi, ce moment il est un peu gâché par le fait, tout de suite ça s'enchaîne. Bon, j'allais me dire comme dans le jeu d'origine, Iris meurt, bon derrière la scène et après on affronte Jenova. Mais derrière, là on enchaîne très vite avec un combat et c'est vrai que cette partie émotion elle est un peu gâchée, effacée. Et c'est vrai que dans cette troisième partie, de finir en apothéose avec la vraie fin de la mort d'Iris, ça serait quand même génial. C'est vrai que j'avais vraiment pas pensé et ça serait vraiment masterclass. Ouais, non, mais pour moi, Iris, ça a pris tellement une autre ampleur avec ce jeu-là. Les fans vont encore la réclamer, je pense, pour l'épisode 3. Et puis pour pareil, en plus, d'un point de vue on va dire technique, ils ont les assets, ils ont toutes les. Toi, pour la mettre dans le jeu, à part. Tu as le bon argument pour le mettre dans l'histoire, d'un point de vue technique, enfin mon développement de jeu, hop, c'est simple, hop, ils ont déjà tout qui est déjà codé, j'ai envie de dire, qui existe. Hein. Donc cette facilité-là, ça peut aussi aider effectivement à l'inclure du coup dans la phase 3. Ouais. Donc moi je pense même en fan service, ça se peut qu'on l'aura peut-être dans l'arène. Toi juste, comme on a Sephiroth dans l'arène, dans le simulateur, excuse-moi, dans le simulateur, on peut jouer avec Sephiroth. Je pense que pareil, on pourra rejouer avec Iris du coup dans le simulateur. Je suis quasiment sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera de la partie. Oui. C'est sûr et certain pratiquement parce qu'on peut pas se passer d'un personnage aussi important sur un troisième volet parce que là l'original c'était un seul unique jeu, là on a 3 jeux distincts, je me vois mal une troisième partie sans Iris, c'est pas possible, surtout qu'on va voir l'intégration de Sid et il nous restait qui et Vincent. Sid et Vincent à jouer, donc ça va faire beaucoup, à moins qu'il éclipse et qu'on la voit que sous forme d'image et qu'on ne joue pas avec parce qu'il y a déjà Sid et Vincent, je ne sais pas, peut-être, hein. Tout est envisageable en tout cas. Passage assez... Alors, moi le cas Zack, je vais pas m'attarder, c'est trop flou, on n'a pas assez d'éléments et je préfère laisser ça pour la partie 3, voir parce que il est là, il a un rôle, mais c'est compliqué. Vraiment, Zack, il a vraiment un rôle compliqué à comprendre dans cette deuxième partie. Moi, mes passages préférés, Dane et Barrett, vraiment j'ai trouvé ça très réussi. Là le jeu en fait c'est pas qu'il met du temps à se lancer, mais au niveau scénario, vraiment là quand tu arrives à ce passage là, ça y est, t'es dans le dur, l'émotion elle est là, tu sens que ça a bien été retransmis, franchement super. Et le passage que je préfère dans l'original et qui a été super bien retranscrit, le Canyon Cosmo. Canyon Cosmo, vraiment, la partie avec Nanaki et Seto, c'est super. J'ai adoré ce passage. On en apprend plus sur les Guis, d'ailleurs. Et puis cette fameuse matière noire, sans rentrer trop dans les détails. Et j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Donc voilà, musique de Gongaga, ces 2 passages mythiques. Autre point très fort, le Temple des Anciens. Bon, même si je me suis tapé 4 fois pour diverses raisons, au bout de la 4e fois, c'est un peu longuet. Mais ce Temple des Anciens, il est magnifique. Et j'ai encore la musique. Oh, c'est incroyable. Et quand je jouais, c'était 4h du matin. J'étais dans le Temple des Anciens et je me disais, putain, mais j'avais qu'une envie, c'est de lancer la BO du Temple des Anciens de l'original et de me réécouter les musiques. Et puis la masterclass. À la fin, quand tous les personnages, on voit toutes leurs petites histoires, tu sais, quand Iris elle est petite et tout ça, Barrett avec sa femme, Rouge 13, Nanaki quand il s'est fait capturer, non vraiment, ça j'ai trouvé génial. Beaucoup d'émotions, j'ai refait le jeu en japonais, je voulais vraiment avoir leur voix japonaise pour voir à peu près ce passage là, ce que ça donnait, j'ai pas été déçu, vraiment superbement retranscrit. Bravo, parce que franchement, là, ça a été vraiment très très fort. Et quand tu descends et que tu vois les images du Temple des Anciens, en fait, avec les images projetées en hologramme, mais c'est génial. Et là, comme un copain me disait, en fait, c'est flou quand t'es dans le jeu original de Temple des Anciens. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Là, tout est servi sur un plateau et on comprend les différents éléments qui arrivent. Non, c'est vraiment une réussite. Ouais, mes moments préférés, j'avoue, je suis obligé de reprendre un petit peu ce que tu as dit, puis c'est vrai que c'est les moments les plus iconiques du jeu. Je vais remettre une cartouche sur effectivement le combat final avec Zack et Cloud, qui pour moi qui est du fan service, mais le sommet du fan service dans le jeu peut-être. Vraiment, ça, j'ai adoré ce moment-là.
Après, effectivement, la partie avec Dane et Barrett, c'est incroyable aussi, toute l'émotion avec Marlène, etc. Je trouvais ça incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le Gold Saucer. Quand on rentre dans le Gold Saucer, le petit show, la petite scène là, pour introduire le lieu, j'ai trouvé ça. Gold Saucer pour toi, réussite ou ils sont passés à côté? Non, réussite. Réussite pour moi aussi. Ouais, réussite. Les mini-jeux sont tous incroyables. Vraiment, je me suis régalé sur les mini-jeux. Donc, vivement, partie 3 pour les autres. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ouais, j'ai adoré le Gold Saucer. On a les jeux de cartes aussi. Le jeu de cartes qui est incroyable aussi. Alors, c'est pour moi une réussite, puisque ça, c'est totalement nouveau du coup. En plus, moi qui aime bien les jeux de cartes et surtout Final Fantasy, pour moi, c'était une totale réussite. Après, j'ai beaucoup aimé Canyon Cosmos aussi. Canyon Cosmos. Pareil avec cette musique iconique quand tu rentres. Enfin, bon, voilà. J'ai adoré ce moment-là. Et bah, tu vas enchaîner, vu que tu es bien parti, sur la partie 7. On reste sur Rebirth. Et il va continuer avec la parole sur la difficulté. Qu'est-ce qu'on a pensé de la difficulté du trophée platine? Parce qu'on a chopé assez rapidement tous les deux. On n'a pas lâché l'affaire. Hein. On allait droit dans l'objectif. Et donc justement, les cartes, les mini-jeux. Toi, comment tu as réagi quand tu as su qu'il y avait autant de choses à faire et que c'était, on va pas se le cacher, hein, que c'était quand même assez compliqué. Comment ta réaction? C'est effectivement, pour les platineurs, ils vont comprendre, mais pour ceux qui ne le sont pas, pour donner un peu de background, c'est vrai que quand on platine un jeu ou quand on veut platiner un jeu, on regarde, parce qu'il y a des guides qui sont dispo, parce que forcément, il y a les sites spécialisés, ils reçoivent les jeux 2 ou 3 semaines avant nous, donc ils ont le temps de finir le jeu, de faire les guides, etc. Donc on voit la difficulté, le temps passé, et surtout le plus important, c'est de savoir si c'est des trophées qui sont manquables ou pas. Et c'est vrai qu'on voyait la durée du platine, je crois que c'était plus de 200 heures, je crois, sur les guides, il mettait plus de 200 heures, j'ai fait, waouh, 200 heures sur un platine, c'est quand même assez costaud. Le platine est plus pas, la difficulté aussi était assez élevée, je crois que c'était 7 sur 10. 8. C'est 8, ouais, 8 sur 10, je suis pas étonné. Plus élevé qu'une note d'un Souls. Et ça, bon, on l'a vu plus tard, mais ça a été incroyable. Moi, ça a été une claque incroyable. Je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu de dingue? Et pourtant, oui, j'ai l'habitude de platiner les jeux et d'avoir un peu de difficulté, mais là, c'était vraiment, on se disait, putain, ah. Et en fait, eh ben, on a accroché, on a aimé. Moi, j'ai aimé cette difficulté. Et en fait, finalement, tu te dis, ben, quand tu as le platine de Rebirth, c'est vraiment en fait efficient et tu maîtrises le jeu à 100%. Tu as été bon sur les jeux de cartes, sur les mini-jeux à la con. Tu as été bon sur la partie gameplay. Tu as été bon sur le simulateur qui est vraiment une purge, mais qui est vraiment formateur. Et là, tu ressors de ce platine-là. Putain, tu as un diplôme en poche. Moi, je le mets sur mon CV. Platine de Rebirth, certifié. Donc ouais, non, c'était incroyable. On s'est changé, je me rappelle, les premiers vocaux qu'on s'est échangés, c'est le vol de Chocobo. Tu te rappelles? Les cerceaux. Moi, ça m'a fait péter. Du coup, c'est le dernier jeu. À cause de lui, il m'a traumatisé. C'est le dernier mini-jeu que j'ai fait. J'ai dit non, voilà, Francky m'a traumatisé. Je le ferai à la fin. Et du coup, je l'ai fait à la fin. Oh, le vol des Chocobos dans les cerceaux, ça m'a traumatisé. Dédicace à Iris et les Pampas, le dernier pour l'avoir dit 6000 points. Pas si évident que ça. Le combat 3D. Alors ça, c'est une petite histoire. Le combat 3D. J'ai fait tous les combats pratiquement en perfect, c'est-à-dire du premier coup. Donc assez à l'aise et tout. De temps en temps, je faisais un petit start, mais c'était pas systématique. Et mes Sephiroth, j'ai passé 1 heure et 1 heure à 30 cm de l'écran. Et c'était infâme. Et vraiment, j'ai trouvé ça très dur. Comparé, même, c'est le mec de la Shinra que t'affrontes. Mais même le mec de la Shinra, je l'ai perfect. J'ai trouvé ça facile. T'arrives à Sephiroth, tu passes 1 heure dessus, mais c'est pas possible. Donc ouais, c'est vraiment été les gros points. Les autres mini-jeux, les cartes, ça a été, étant joueur de Magic, et puis d'ailleurs John va me former sur le TGC, la FF derrière, je suis assez à l'aise avec les cartes, donc ça m'a pas posé trop de soucis. Sinon là, j'ai pas d'autres jeux en tête. Le jeu du ballon avec Rouge 13, j'ai pas trouvé ça trop dur, ça va. Crapaud, les grenouilles? Les grenouilles, non, ça a pas été trop dur. Il y avait quoi d'autre comme jeu? La musculation? La musculation, mais après, on était habitués, on savait qu'il y avait le remake, le remake, il y avait déjà les tractions avec Tifa. Là, on fait les abdos. Bon, et concrètement, quand on arrive là et que tu le passes, tu te dis, c'est bon, j'ai fait le plus dur, parce que t'es pas au courant de ce qui va arriver. Mais après, t'as tous ces mini-jeux. Alors, je sais très bien qu'il y en a plein qui vont dire, c'était trop abusé, c'était trop à l'extrême, il y en avait trop. Oui, il y avait beaucoup de mini-jeux. C'est vrai qu'il y en avait peut-être un poil trop, mais ça faisait partie aussi du truc. Et c'est rigolo parce que ça faisait varier un petit peu les gameplays. Et la partie simulateur, ben, si dans le remake, moi, quand j'avais fini le remake, c'est pas le scénario qui m'avait marqué, hein, c'est déjà d'affronter Bahamut et le Prestige vers 0, qui était pas si évident à l'époque. Déjà, il fallait tâter un peu de la manette et faire plusieurs essais. Mais alors là, la version avec les brutaux et les combats légendaires, c'est une autre catégorie. Hein. Donc, c'est sûr que
c'est compliqué, mais comme une fois on le dit, quand tu fais un platine et que tu fais le choix de faire ce trophée platine, tu peux passer à côté. Hein. Et ben, tu te dis, ça y est, je maîtrise le jeu à 100%. Il y a certains platines où c'est pas le cas. Tu as le trophée platine et tu as 70% du jeu. Là, Rebirth, tu as ça. Et ben, je peux te dire que tu connais tout et tu es capable de former des gens et dire, écoute, passe par ça, fais ci, parce que je suis passé par là et je sais que c'est dur. Simulateur, je sais qu'on a pas mal échangé tous les deux. On a un peu galéré. Sur nos parties principales, on a utilisé donc les magies pour essayer de faire quelque chose parce qu'on se prenait la sauce dans la tête. Moi, personnellement, de mon expérience, après avec mon copain Fabien et notamment Kevin, mais avec mon copain Fabien qui, lui, est tombé amoureux du simulateur. Il a continué à faire ça. Il a même aidé des dizaines et des dizaines de personnes en écran partagé pour leur passer le simulateur. Et on se lançait des challenges, c'est-à-dire qu'on essayait de faire des brutaux sans utiliser de magie. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a vraiment encore plus formés. Et bon, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube où justement j'essaie de faire toutes les invocations dans leur puissance max, sans magie, sans heal, sans limite, sans Gangenji. Et en solo qu'avec Tifa. Et c'est vrai que là, grâce à ça, maintenant que je joue à Sekiro en ce moment, et ben ça m'a vraiment formé à la parade précise, à être vraiment vif. Et vraiment, ça a été formateur sur la suite de mes aventures. Donc le simulateur, il est pénible, il est punitif. Enchaîner 10 combats, les combats légendaires, il faut se taper 10 combats à la suite. T'arrives au 9e combat, tu meurs, tu recommences tout depuis le début. Et là, c'est vraiment pas drôle. Donc, c'est sûr que c'était dur. Mais moi, je pense que ça fait vraiment partie du système Remake Rebirth. Et pour la partie 3, on va y venir plus tard, dans les attentes, c'est un code. Et j'aimerais que, comme les Souls, ils ont leur code de difficulté où tu touches une idole et tous les monstres y réapparaissent. Et ben, ces jeux-là, leur code, c'est ce petit côté, on va vous casser un peu les couilles avec un simulateur où il va falloir taper dedans et des mini-jeux qui sont pas faciles. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, alors effectivement, ce qui rend le platine de Rebirth incroyable, en fait, c'est que c'est un trophée en fait qui fait que le platine est long et difficile, c'est qu'en fait il faut rassembler tous les trophées de Johnny. En fait, c'est ça, c'est le cœur de ce platine, c'est qu'il faut tous les trophées de Johnny. En fait, enculé de Johnny. Voilà, c'est ça exactement. Et en gros, un trophée correspond. Alors, c'est des critères en fait, qu'il faut remplir dans le jeu, et effectivement, pour chaque mini-jeu égale un trophée en gros. Voilà. Si tu as le meilleur score pour chaque mini-jeu, bah tu gagnes un trophée. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut faire tous les mini-jeux, le simulateur, etc. Et ce qui rend du coup le platine excessivement long. Mais au contraire, moi quand j'ai vu la longueur du platine, je me suis dit, ça va être chiant, c'est comme long, 200 heures sur un jeu, ou peut-être la répétition du farm. En fait, non, pas du tout, puisqu'en fait, effectivement, tu l'as très bien dit, comme il y a plusieurs mini-jeux, bah, les mini-jeux, c'est pas que des mini-jeux de combat, voilà, tu as une diversité dans le gameplay, du coup, donc ce qui rend les choses assez agréables, du coup, à faire. Et effectivement, tu as la partie, après, plus compliquée, la partie vraiment gameplay pur, qui est le simulateur, où là, effectivement, moi, j'ai kiffé, parce que, alors, certes, au début, c'est simple, hein, puis tu montes en intensité au fur et à mesure que tu passes les missions. Puis effectivement, tu arrives sur des missions où là, c'est compliqué. Et moi, j'ai adoré les vocaux que j'ai pu faire avec Francky. Effectivement, on te donne des tips, on en est là. Moi, franchement, c'était une vraie carotte pour pouvoir essayer de progresser, pour pouvoir avancer. C'est vrai que des fois, tu étais dans une peur de doute. Moi, il y a un niveau où j'ai beaucoup galéré. J'ai dû passer au moins 20 heures dessus. Et je me suis dit, tiens, c'est pas possible. Et après, bon, j'étais déterminé de toute façon. Donc, même si j'aurais passé 40 ou 50 heures, j'aurais quand même pas lâché. Mais malgré tout, des fois, tu doutes quand même. Toi, tu doutes, c'est pas possible. Surtout que des fois, pas grand chose. Hein, des fois, moi, par exemple, c'est souvent on bat les 10 invocations. Et je suis mort au moins 4-5 fois sur Odin à la fin. Et si à chaque fois, c'est comme disait Francky, le problème c'est que tu meurs sur Odin qui est le 10e, bah, tu meurs, tu es obligé de tout retaper. Donc tu te retapes encore 15 minutes pour pouvoir tout refaire si tu y arrives du premier coup en tout cas pour retourner jusqu'à Odin. Parce qu'avant Odin, il y a quand même des pics de difficulté. Et c'est vrai que j'ai eu une frustration vraiment importante. Mais comme a dit Francky, justement, j'en tire une bonne leçon, effectivement. C'est quoi? Il ne faut pas lâcher. Hein, donc, il y a des épreuves qui sont plus compliquées que d'autres, voilà, et c'est de la détermination, c'est de l'envie, c'est du travail aussi, voilà, et qu'au final, ça paye, hein, voilà, ça a payé en tout cas. Et c'est vrai que le platine, honnêtement, hein, de tous les platines que j'ai, aujourd'hui, je suis un peu plus de 100, c'est peut-être, là, parce que bon, il faut que je mette l'émotion de côté, on retourne la vidéo sur FF, mais c'est peut-être ou un des plus beaux, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Moi, c'est pareil. Ça, voilà. Pareil. Voilà, c'est parce que il apporte tellement, en fait, parce qu'il y a des platines qui sont longs mais qui sont un peu pourris parce que tu dois augmenter tous tes personnages au level 99 ou tu fais la même chose en boucle. Là, vraiment, de bout en bout, platine pour plus de 200 heures, 250 heures. Franchement, ça a été de la diversité, ouais. 253 heures, j'ai mis moi. Beaucoup de choses variées, franchement, un régal. Hein. Et message à toi qui regarde cette vidéo,
Et là, je sais que tu vas faire, tu vas baisser la tête, qui te plaint parce que justement c'est trop difficile, que t'arrives pas, et t'en fais partie peut-être. T'as mis un message sur les réseaux en disant, mais c'est vraiment n'importe quoi ce jeu, pourquoi ils nous ont foutu ça? Mais c'est comme ça, point final. C'est comme si moi en jouant en Sekiro, j'allais dire, putain mais c'est quoi ce boss? Pourquoi il est si dur? Je sais à quoi m'attendre. Je ferme ma bouche et je joue, j'apprends. Je réessaye. Et là, c'est pareil. Si tu veux le platine, il faut le mériter. Maintenant, on a des nerfs de tout et n'importe quoi. Et je trouve ça, mais scandaleux. Moi, je suis même partisan à ce qu'ils haussent la difficulté. Moins t'as de gens qui arrivent, mieux c'est. C'est que, les mecs, ils se sont sortis les doigts. Bon. C'est vrai qu'en l'espace de 10 jours, t'as raison, parce qu'en l'espace de 10 jours, ils ont nerfé le boss du DLC d'Elden Ring. Elden Ring. Et ils ont mis un mode facile à Dragon's Dogma 2, là. Ouais, voilà. Dragon Dogma 2. Mode facile, donc parce que les gens se sont plaints. Non, c'est incroyable. Ouais, et ils ont nerfé les proto-reliques à Rebirth. Je crois que les proto-reliques, tu sais le jeu avec les où t'as 3 camps en triangle là. Je sais pas si oui, ils ont nerfé. Ils l'ont nerfé. On l'avait passé nous avant, mais ils l'ont quand même nerfé. Donc voilà. C'est voilà. vrai qu'ils l'ont nerfé, c'est vrai. On est à 1h03, on tient quand même la baraque. Dernier point numéro 8, nos attentes pour la partie 3. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Moi, je vais être très simple et très sobre dans ce que je vais dire. J'attends un dénouement final avec un scénario qui lie les 3 jeux de façon cohérente, avec plein de nouveaux défis. Ce qui donne vraiment, encore une fois, du charisme à la licence, c'est ce qu'on disait. J'aimerais que on évite de trop s'éparpiller sur les timelines. J'aimerais justement que Sephiroth, il arrive à son objectif et qu'il rassemble un seul et unique monde et qu'on soit focus que sur la trame principale en se disant ouais bon ce Zack il vient de tel univers, l'Aeris elle vient de tel univers. J'aimerais que là pour Rebirth, ok, il y a eu des fissures qui ont été créées, l'espace temporel et compagnie. J'aimerais que là, sur la partie 3, on soit bien ficelé sur un seul monde. Donc voilà, et une difficulté à la hauteur du deuxième épisode. Pour éviter que Remake 7 sur 10, je crois en notation, qui est pas trop mal, mais ça va, il est largement faisable. Rebirth, qui est vraiment une pointe, et qu'on garde une partie 3 vraiment assez haute en difficulté pour éviter qu'il y ait un déséquilibre. Mais voilà, je veux un scénario cohérent et que tout se ficelle. C'est vrai qu'on n'en a pas évoqué également des personnages. Alors, je crois que tu l'as pas fait non plus. C'est Ever Crisis, le jeu où on voit Glenn dedans, oui. Avec Rufus. C'est des personnages importants. Et là, peut-être que vous allez vous dire, ils n'en ont pas parlé. C'est sûr que je voulais le dire au début de la vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous avez regardé la vidéo en entière. Je suis désolé, on ne peut pas tout évoquer en une seule vidéo, en 1 heure de temps. Ce n'est pas possible. Et il y a des points qu'on maîtrise mieux que d'autres. Et là, la partie Rufus et Glenn, je suis désolé, pour l'instant, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir étoffer la chose et savoir en fait là où le jeu va nous emmener par la suite. Donc j'aimerais que quand même ça soit bien cohérent. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Advent Children a un très grand rôle, c'est-à-dire que la fin de la partie 3 va rejoindre immédiatement Advent Children. Ce qui est logique parce que c'est la suite, ça se passe 2 ans après. Donc voilà, à voir, à suivre. Toi pour tes attentes? Alors moi, le plus important, c'est que toutes les portes qui ont été ouvertes, comme je dis en intro de la vidéo, toutes les portes qui ont été ouvertes dans la partie 1, partie 2, qu'elles soient toutes fermées. C'est-à-dire que quand on aura fini, qu'on verra le générique de fin de partie 3, je ne vais pas me dire « Ah non, ils ont pas fait ça, ils ont oublié ça. Et ce personnage-là qui est pas mort, il est où ?» Voilà. Moi, je veux vraiment que toutes les portes qui sont ouvertes, entrouvertes, elles soient fermées. Elles soient fermées. Donc, c'est-à-dire, effectivement, alors, tout ce qu'ils ont pu entrouvrir sur le jeu d'origine, effectivement, comme tu l'as bien dit, le multivers, Zack, etc., etc. Mais ils ont aussi ouvert les portes aussi du multiverse. Non, du multiverse, mais en tout cas, je parle des autres jeux de la licence. Moi, je veux savoir ce qui est devenu Genesis, parce que Genesis, il n'est pas mort. Genesis, on le voit à la fin de Crisis Core, on voit qu'il n'est pas mort. Pareil, là, dans le DLC, la Intergrade, Weiss. Pareil, Weiss et Sonon. À mon avis, Sonon, il n'est pas mort. Ouais, voilà. Donc ils vont faire leur apparition. On n'en a pas parlé, mais c'est des personnages qui vont faire leur apparition. Voilà, et ça, voilà. Pareil aussi, je pense que ça peut être la possibilité d'introduire un petit peu Advent Children en mettant les écorchés, donc Kadaj, Yazoo et Loz, je crois, Luz, je crois, excusez-moi si je prononce mal. Voilà, je me dis, c'est pareil, ces 3 personnages, c'est peut-être l'occasion de les voir. Je sais pas si tu savais, ces 3 personnages, dans le remake, à la fin du remake, on a le filler Emerald, le filler Ruby et le filler je sais plus quoi. Et ben en fait, c'est un parallèle avec ces 3 personnages. Oui, je trouve que c'est juste une parenthèse. Ouais. Non mais c'est un bon point, effectivement. Et donc voilà, ça, pareil, j'aimerais bien que ça soit un petit peu introduit, ça n'a pas besoin de mettre plus, puisque après, leur histoire se déroule pendant Advent Children, mais moi j'aimerais bien effectivement que
tous ces sujets-là, enfin bon, tous ces personnages-là qui justement nourrit le jeu FF7, le monde FF7, voilà, qu'on ait en tout cas, voilà, qu'on ait vraiment la fin, en tout cas la fin de leur histoire à chacun, tu vois, Genesis, West, enfin bon, tout c'est quoi, c'est le deep ground en fait qui est introduit dans Dirge of Cerberus, tout ça. J'aimerais bien effectivement que pendant le jeu, voilà, quand on entend un petit peu parler, que voilà, ça fait quand même partie vraiment du lore, hein. Non, c'est canon, donc j'aimerais bien qu'ils accentuent en tout cas sur cette partie-là. Ça va faire du taf, copain. Hein, si ouais, non mais alors je suis d'accord, mais au moins introduire, au moins introduire, ouais. Voilà, parce que ces personnages ont lieu d'exister, et tout pareil aussi important, je pense que ça va te faire plaisir, aussi avec l'histoire entre Vincent et Lucretia. Ouais. Ça aussi, je pense que ça c'est quelque chose aussi qu'on a envie de voir. Donc voilà, au jeu aussi, je pense qu'au jeu aussi son rôle, voilà, et puis méga important de la mort. Ça, alors, plus pour le partie gameplay, mais moi je veux mon méga combat contre l'arme Ruby, l'arme Emerald, l'arme Saphir. Moi je veux mes combats mythiques. Hein. Ça, alors, je sais pas comment ils vont le faire du coup, à quelle échelle, voilà. Mais ça je les veux. Pareil, et aussi très important aussi le haut-vent. Ça on sait, de toute façon là, ils en parlent, mais le haut-vent, le but c'est de faire de FF7 Rebirth qui est actuellement en monde semi-ouvert. Avec le haut-vent, t'en feras un monde ouvert du coup. Donc comment ils vont articuler tout ça avec le haut-vent? Donc faut pas non plus que ça perde son charme. Hein. Il faut aussi qu'il y ait toujours une sorte de réalisme et tout avec le haut-vent et puis le reste du monde. Donc pareil, il faut pas non plus qu'on voit que le monde il est trop vide avec le haut-vent. Parce que c'est vrai que faire des grandes zones, il y a rien. Enfin bon, voilà, moi c'est là où je les attends le plus. Je pense qu'en tout cas techniquement, c'est là la plus grosse difficulté. Et je dis ça bon aussi parce que je sais qu'ils en ont parlé dans quelques interviews, mais le haut-vent c'est le plus gros casse-tête qu'ils ont là, pour la partie 3. Pour la partie 3. Donc en tout cas, je suis impatient sur cette partie-là pour la partie technique, les combats aussi. Mais voilà, important, mais vraiment, et ça, je serai intransigeant et sortez-moi pas des DLC pour compléter. Si il y a des portes qui sont encore ouvertes, arrêtez avec vos DLC. Encore, pour l'instant, ça va, on s'en sort bien parce que pour Rebirth, en tout cas, il n'y a pas de DLC d'annoncer en tout cas. Mais voilà, je veux vraiment qu'il y ait partie 3 quand je suis au générique de fin. C'est bon, ok, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris ça, ça c'est bon, ça c'est clair, ok, ça c'est expliqué là, voilà. Je veux juste ça, et c'est du boulot, parce que c'est clair que vu le nombre de portes qui sont ouvertes, voilà. Mais en tout cas, impatient. Très impatient, ouais. Bon, bah voilà, donc on a presque tenu l'objectif, 1h09, parfait, c'était vraiment un plaisir, c'est passé super vite, j'espère qu'on a été quand même dans l'essentiel sans trop de s'attarder sur certains points. Voilà, on est vraiment des fans de la première heure, on est assez performant dans ce qu'on fait, et on aime la licence Final Fantasy dans sa globalité. Moi j'ai réussi à avoir tous les platines, toi t'es sur le bon chemin, là tu vas bientôt tous les avoir. Donc voilà, la licence FF, ça nous parle, et c'est vrai qu'FF7, et c'est pour ça qu'on a plus encore de cachet à en parler parce que dans le sens où comment dire, on a vu ce qui se passait à côté. Il y a des gens, ils ont fait 3 Final Fantasy et ils restent bloqués sur Final Fantasy 7 en disant c'est mon préféré. Oui, mais est-ce que tu as joué aux autres? Non. Ah bah tiens. Donc c'est vrai qu'en faisant les autres histoires et en revenant sur cette histoire-là, FF7 original et la compilation, on se rend compte qu'il y a un travail de malade mental fait derrière et ça nous fait vraiment plaisir. Cette partie 3, ça sera semaine de congé, sortie Day One et la totale. C'est ça, exactement, les vocaux et on sera reparti comme en 40, comme on dit. Ouais. Les copains, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu et j'espère qu'on en refera une autre justement sur thème Final Fantasy ou sur un autre thème jeu vidéo. Ouais. Merci à vous, à bientôt. Merci à vous, à bientôt.